Très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre magazine CML chez vous. Monsieur d'un bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir pour vous Maître Tony Nkelende. Il est cadre au sein du parti politique Nouvel Élan. Avec lui, nous allons échanger autour des élections de décembre 2023. Plusieurs tensions s'observent encore autour du processus électoral. Le doute règne une fois encore sur la tenue des élections prévues en décembre 2023, quelle serait ou quelle est la position du Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Avec lui, nous allons aussi échanger sur la candidature commune Nouvel Élan partant ou pas. Et pour finir, nous allons évaluer la gestion du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui est candidat à sa propre succession durant 5 ans. Qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui ne l'a pas été? Alors, je l'ai dit d'entrée le jeu que c'est avec Maître Tony Nkelende que nous allons échanger. Maître Tony, bonjour, merci d'être sur ces plateaux de CML chez vous. Merci Madame la journaliste de votre invitation. C'est toujours un plaisir de prendre part aux différentes émissions que la belle chaîne CML 13 propose aux téléspectateurs. Moi je considère votre chaîne comme une tribune d'expression démocratique que vous nous offrez, nous les acteurs politiques de tous bords, pour réfléchir autour de questions fondamentales qui intéressent la République. Voilà, je m'en vais à saluer le directeur général de cette chaîne, de notre camarade qui n'est pas aujourd'hui, Nathan, et aussi vous voulez, et les différents téléspectateurs. Merci beaucoup. Je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Daniel Roland-Lai. Daniel Roland-Lai, bonjour et bienvenue à toi. Bonjour Boadi, bonjour à Maître Tony, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Très bien, alors Maître Tony, comment le parti Nouvel Élan se prépare tout d'abord pour les élections de 2023, décembre 2023, on va dire le mois prochain? Bon, on dira ce mois, parce qu'aujourd'hui, voilà, c'est le 1er décembre, oui. Plus voilà. que 19 jours. Je dirais que le parti Nouvel Élan se prépare très bien pour les élections de décembre, bien évidemment pour les élections de ces 20, simplement parce que nous avons tous, vous connaissez, nous sommes parmi le rare parti politique de l'opposition qui a aligné au sein de notre parti politique le Nouvel Élan 315 candidats députés nationaux et 300 quelques députés provinciaux, et notre regroupement politique, le Mbunda, a aligné plus de 417 ou 16 candidats députés nationaux, et également les députés provinciaux 300 quelques, c'est-à-dire si vous faites l'ensemble de toutes les différents postes qui sont alignés par le Nouvel Élan à la députation tant nationale qu'est provinciale, nous sommes à 785. Alors vous allez vous rendre compte que si nous y mettons le moyen nécessaire pour aligner autant de candidats, c'est parce que nous sommes extrêmement certains que les élections de décembre, bien évidemment, de ces 20, ce sera des élections qui doivent être remportées tant au niveau provincial, au niveau national qu'au niveau municipal. Parce que nous pensons que le plus important, ce n'est pas seulement avoir la présidence sous sa coupe, mais c'est aussi avoir une majorité confortable qui va vous permettre, vous, en tant que, bien évidemment, formation politique ou en tant que futur gouvernant, de bien tracer ou de bien mettre ou implémenter votre politique publique pour que la population se sente au centre, bien évidemment. C'est ainsi que nous, de notre côté, nous avons bien commencé. Nous avons, la semaine passée, lancé notre... en fait, nous avons présenté notre offre politique. Nous avons qualifié la libération du Congo et des Congolais. Et bien évidemment, qui a été portée par notre candidat Adolphe Muzito, mais également hier qui est avant-hier, le candidat Adolphe Muzito a bien jugé de commencer sa campagne électorale ici dans la ville de Kinshasa, parce qu'il considère que il ne peut pas commencer dans de périphéries, dans de provinces, alors que la ville de Kinshasa connaît un grand problème sur le plan infrastructure, sur le plan de désenclavement, bien évidemment. Vous allez vous rendre compte que la ville de Kinshasa a plus de 12 km², mais il n'y a que 2 km² qui sont encore occupés. Les 10 autres ne sont pas encore occupés. Alors, il fallait qu'il descende sur terrain, il discute avec le peuple congolais pour partager avec, bien évidemment, les Kinois son idée par rapport à sa politique d'étendre la ville de Kinshasa. Alors, hier, nous avons été dans l'espace, en fait, nous avons été à Moamba, le Moamba dans les différentes communes, la population ou les habitants de ces différents districts ont
reçu notre candidat prend les corps. Et aussi, hier, nous étions à Tchangou, le district de Tchangou. Là-bas, une fois de plus, il a été réussi. Et puis, ils ont partagé avec leurs candidats. Il y a eu de l'osmose. Il y a eu une dynamique où le peuple a questionné son candidat par rapport à ses politiques publiques. Ils ont entendu dans les différentes chaînes de la place, mais également, ils ont eu à émettre leurs préoccupations par rapport aux problèmes qui rongent cette population. Donc, d'une manière simpliste, et s'il faille répondre à cela, nous sommes déjà aux aguets et nous pensons que ces 20, le peuple congolais fera un bon choix. Alors, vous dites que vous avez préféré lancer votre campagne ici à Kinshasa au regard du problème que la ville connaît. Est-ce que vous pensez que Kinshasa est la ville qui connaît beaucoup plus de problèmes que d'autres villes, on va dire, à l'intérieur du pays? Voilà, nous sommes partis du postulat selon lequel la majorité de ces candidats présidents de la République habitent la capitale, la ville de Kinshasa. Alors, nous ne pouvons pas commencer notre campagne électorale dans des provinces où nous ne connaissons pas le véritable problème qui ronge d'abord. Parce que nous partons d'un fait simple, le diagnostic. Le diagnostic du problème que les Kinois connaissent, le problème de manque d'électricité, le problème de manque d'eau potable, le problème d'infrastructure, le problème de route. Déjà, ces différents problèmes, ce sont des problèmes qui, du reste, matin, midi, soir, continuent à préoccuper le Kinois. Alors, il était question pour nous de commencer d'abord, dans la ville de Kinshasa, faire comprendre aux Kinois que nous avons des politiques publiques, nous avons un programme de gouvernance qui met, bien évidemment, la ville de Kinshasa au centre. C'est ainsi d'ailleurs, nous avons le compartiment de la ville de Kinshasa, nous avons nommé ça Kinshasa enfer ou paradis. C'est-à-dire nous considérons que l'état de lieu ou les diagnostics que nous faisons de la ville de Kinshasa, qui est la ville de Kinshasa, c'est un enfer actuellement. Alors il faille que nous puissions passer au paradis. Alors pour passer au paradis, il faudrait rencontrer les vrais habitants de cette ville pour que ces derniers, ils essayent d'étoffer notre programme de gouvernance concernant la ville de Kinshasa, afin que nous puissions, lorsque nous aurons le commande, nous aurons la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale, et bien évidemment au niveau aussi de l'Assemblée nationale, nous puissions avoir une politique publique bien orientée qui va rencontrer les desiderata de ces peuples qu'on appelle le Kinois. Est-ce qu'à votre niveau, on va dire nouvel élan, n'a pas arrivé à identifier le problème qu'a, je donne l'exemple, la ville des Béni par rapport au problème qu'a Kinshasa? Parce que vous dites que c'est par rapport aux connaissances de problèmes que Kinshasa, vous savez très bien sur quoi la ville est en train de passer, contrairement à d'autres provinces. Ou c'est carrément, on va dire que le parti craignait un peu de ne pas réussir à mobiliser ou à traîner du monde, raison pour laquelle le parti a préféré lancer sa campagne ici. Bon, voilà. Moi, je pense que tout dépend de la stratégie de campagne de chaque candidat et de chaque équipe qui accompagne les candidats. Nous pensons que ce n'est pas la question de la mobilisation, n'est pas une question qui peut être un sujet tabou pour le Nouvel Élan. Le Nouvel Élan, c'est un parti politique qui a l'ancrage national. Qui dit ancrage national, dit nous avons une représentation, bien évidemment, une implantation du parti. Alors, si nous pouvons nous scruter au niveau de la mobilisation, je dirais les candidats qui mobilisent, que nous regardons dans les différents réseaux, bien évidemment sociaux, dans le téléphone, dans les différents médias, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas un discours bien ficelé qui rencontre les desiderata de ces peuples. Ils sont dans des chamailleries, ils sont dans des piquets, dans des colibés, et sans pour autant dire à ces peuples le vrai problème qu'ils rencontrent, et sans pour autant établir un diagnostic et proposer de réformes que le peuple doit adhérer. Mais c'est ainsi, nous, Nouvel Élan, étant un parti politique national, nous représentons, en fait, qui a aligné un candidat président de la République, je pense que nous connaissons le vrai problème qui ronge toute la province. Mais par notre choix de début de campagne, nous avons préféré commencer dans la ville de Kinshasa parce que nous pensons que la ville de Kinshasa est considérée comme le miroir de la République démocratique du Congo, et étant ainsi, nous ne pouvons pas commencer, supposons, à la chambre alors qu'il existerait un salon. Nous considérons que la ville de Kinshasa c'est un salon, et le salon connaît des sérieux problèmes et qui du reste nécessitent d'être rencontrés par nos différentes politiques publiques et réformes, et que nous pensons que les Kinois doivent adhérer. Mais aussi en termes de nombre de la population, il fait l'ombre d'aucun doute que la ville de Kinshasa a plus de 12 milliards d'habitants. Ok, déjà ayant une population ainsi de ces nombres, nous pensons que c'est un électorat conséquent que nous pouvons mettre à profit pour notre candidat. Donc telle est la motivation qui nous a poussé. Effectivement, Béni connaît de problèmes, mais ces problèmes ne sont pas ignorés par notre candidat
ou par les différents candidats députés que nous avons eu à placer dans la députation dans l'espace béni, l'espace oriental. Mais cependant, nous pensons que la meilleure façon à faire, c'est d'abord commencer ici dans la ville de Kinshasa, essayer de connaître le vrai préoccupation de la population pour que nous profitions de cet électorat. Mais aussi, je tiens à vous dire, le samedi, déjà notre candidat sera au Kasaï, parce qu'il est attendu là-bas. Après avoir constaté, bien évidemment, les habitants de Kasaï, le Kasaïen, après avoir regardé dans les différentes chaînes comment il y a eu l'engouement autour de leur candidat, ils ont bien jugé de pouvoir effectivement demander à ce que ces derniers viennent pour essayer d'établir aussi les diagnostics qu'il a fait et de leur proposer les réformes, parce que tous nous connaissons comment cet espace Grand Kasaï connaît des sérieux problèmes, des problèmes qui du reste sont d'ailleurs supérieurs même par rapport à la ville de Kinshasa, parce que là-bas même le courant que nous avons ici, certes c'est considéré comme le courant mari de nuit ou femme de nuit, mais ils n'en connaissent pas. Ils ont un problème d'infrastructure, un problème des infrastructures même scolaires et sanitaires. Déjà tous ces problèmes, nous pensons que lorsque nous serons là-bas, nous allons discuter avec eux, nous allons écouter aussi les différentes réformes pour étoffer notre programme de gouvernance. Le jour, bien évidemment, le 20 décembre, lorsque notre candidat sera élu haut les mains, nous allons voir comment est-ce que nous pouvons aménager une politique bien ficelée pour que toute la province s'y retrouve. Alors, vous dites que on va dire, l'avant-hier que votre candidat, Adolphe Muzito, a lancé sa campagne. Pourquoi ce retard du moment où la campagne a été lancée? Ça fait déjà deux semaines, on va dire, bientôt passées. Est-ce que Nouvel Élan n'est réellement encore pas prêt pour les élections? Bon, en fait, moi, je pense que ne pas être prêt n'est pas un slogan déjà qui se retrouverait dans notre vocable, parce que nous avons dit bien évidemment depuis le début que le Nouvel Élan ne va pas boycotter les élections. Lorsque les autres ils n'avaient pas le courage d'aligner les candidats députés tant nationaux, provinciaux que les municipaux, nous avons eu ce courage d'aligner le nombre suffisant que je venais de le dire dès l'entame de mes propos. Mais cependant, nous avons essayé de faire comprendre à l'opinion que le plus important ce n'est pas postuler seulement. L'important serait aussi de postuler en ayant un discours à dire à ce peuple. Mais nous constatons que la plupart des candidats qui ont commencé leur campagne, avant même le début de la campagne, ils sont brillés par des insultes et par des chamailleries. Mais nous avons commencé d'abord par proposer notre offre politique qu'on appelle un projet de gouvernance de 10 ans. Et ce projet de gouvernance a été accepté par tant la communauté nationale que le Congolais qui habite à l'étranger. Alors nous avons pensé que le mieux serait de commencer d'abord après avoir bien faire un diagnostic. Parce que nous, le problème, c'est d'abord le diagnostic. Parce que la plupart des candidats, vous allez vous rendre compte que le candidat qui est à sa propre succession, Félix Tshisekedi Tshilombo, et si vous écoutez, il est plus dans de promesses. Dans des promesses qui du reste, il est dans la continuité de sa logique de donner des promesses. Si vous regardez le candidat Katumbi, il est plus dans des colibés. Il n'y a pas de vraie question fondamentale qui touche la population. Nous ne sentons pas qu'il rencontre le problème qui ronge la population. Effectivement, et tous ils arrivent à drainer le foule. Mais quel discours cette foule rentre avec? C'est ainsi que nous avons dit, pour faire la démarcation, pour essayer d'établir le point de discorde avec d'autres candidats, le mieux serait de commencer d'abord par diagnostiquer le vrai problème. Et ces problèmes pourront bien évidemment être répondus par nos différentes réformes que nous préconisons pour la gestion du quinquennal, voire même du décennal prochain. Alors, Maître Tony, quand les autres n'étaient pas prêts pour aligner leurs candidats au niveau des élections municipales en tant que provinciales ou nationales, au niveau de la députation, les autres, vous faites précisément à qui? Vous êtes un acteur, je peux dire, un journaliste bien aguerri. Loin de moi l'idée de pouvoir faire la promotion ou la publicité de qui que ce soit. Nous sommes dans une période sensible. Je n'aimerais pas que mon candidat subisse le sort de l'étiquetage par rapport aux propos que je vais dire aujourd'hui. Nous sommes tenus à faire une communication de responsabilité parce que le 20, c'est dans 19 jours, nous avons besoin. La communication des responsabilités, c'est une communication qui voudra que nous puissions vendre notre candidat comme un ticket gagnant avec ces différentes réformes qu'il préconise pour que
d'ici 5 ans, le peuple ne soit pas dans le niveau que nous avons, pour que nous puissions avoir de politiques publiques bien efficaces qui permettront à ce que nous puissions augmenter notre PIB, nous puissions construire des routes, nous puissions donner l'eau et l'électricité à tous les différents candidats, à tous les différents Congolais qui se retrouvent partout dans la République. Alors, nous sommes pratiquement à 19 jours pour l'élection, en particulier présidentielle de décembre 2023, parce que nous sommes déjà au mois de décembre. Pensez-vous qu'en 19 jours, votre candidat pourrait sillonner toute la République pour essayer de récolter les opinions ou bien les problèmes de la population? Moi, je pense que, étant humain, à 19 jours, sillonner les 26 provinces de la ville de Kinshasa poserait un sérieux problème. Un problème de mobilité, parce que nous, vous connaissez bien, nous ne sommes pas en train de mouver avec le fonds de l'État. C'est avec le moyen de bord, de cotisation de nos militants que nous sommes en train de mettre notre campagne en exergue. C'est ainsi que vous allez vous rendre compte que le candidat, bien évidemment, Adolphe Muzito, il a eu à mettre sur pied une équipe de campagne composée de Congolais souciés de voir leur pays avancer, de voir leur pays être libéré sous la menace de l'extérieur. Ces différents Congolais dans toute la province seront là pour relayer aussi le message, bien évidemment, le message de notre candidat. C'est ainsi, je dirais, Adolphe Muzito n'est pas omnipotent, encore moins omniscient. C'est un citoyen, bien évidemment, qui a l'ancrage national par déjà son passé qui a été caractérisé par une gestion orthodoxe, bien évidemment, de la République. Étant aujourd'hui candidat président de la République, déjà tous les Congolais auront déjà cette facilité de connaître que Adolphe Muzito, il a géré la République et voilà, il a enlevé le budget de l'État à l'époque de 8 500 000 dollars à 4 milliards de dollars en ressources propres. Il a payé, bien évidemment, le fonctionnaire, il a quadruplé les salaires, je peux dire, de magistrats, de médecins. Il a eu à payer le dette extérieure et le dette intérieure que la République démocratique du Congo était. Il y a eu même des institutions de Bretton Woods qui sont venues pour essayer de regarder la traçabilité de sa gestion et le monsieur n'a jamais été soupçonné pour détournement des deniers publics. Moi je pense que partant de son passé élogé dans la gestion de la chose publique en tant que ministre de budget, en tant que premier ministre, M. Adolphe Muzito, c'est un profil idéal pour que le Congolais renouvelle leur confiance à sa personne en tant que président de la République. À comprendre les vrais problèmes, par exemple au niveau de la ville de Kinshasa, parce qu'en suivant avant tel programme, ça donne l'impression, comme si même au niveau à Muzito, c'est un candidat à président, il sait de ce côté-là, il ne pèse pas, ça, il ne va pas sortir la tête de l'œil. C'est pourquoi vous vous martelez trop au niveau de la députation nationale, députation provinciale, même si ça donne l'impression comme si, malgré dans le passé, c'est un ancien premier ministre, mais vous ne maîtrisez pas la ville de Kinshasa. Monsieur journaliste, j'apprécie l'affaire, en fait, le ton avec lequel vous posez la question. Ça prouve à suffisance que vous avez le souci de voir Muzito gagner la magistrature suprême. Mais moi, je vous répondrai en disant ceci. Nous sommes dans un exécutif bicéphale. C'est-à-dire, nous avons le président de la République et le gouvernement. Et pour avoir un Premier ministre, il faille que nous puissions avoir la majorité au sein de l'Assemblée nationale. Pour que nous puissions avoir des gouverneurs qui vont gérer les différentes provinces, il faille que nous puissions avoir bon nombre de députés provinciaux. Déjà, schématiquement parlant, j'aimerais dire avec toute modestie, nous sommes en train de vouloir, il y a toujours un écart entre le vouloir et le faire. Le vouloir est de voir Adolphe Muzito présider la magistrature suprême de notre pays. Mais sans pourtant connaître les Congos profonds, parce que vous n'aurez pas le temps de sillonner tous les pays. Il me soit permis, merci pour ces relances, il me soit permis de finir ma réflexion. Avec plaisir. Mais si il s'avérait que Adolphe Muzito n'arrive pas à briller à la magistrature suprême avec les différentes procédures de fraude qui a été déjà implantée par M. Kadima. Nous avons un autre candidat qui est élu président de la République, mais nous devons quand même avoir une majorité au sein de l'Assemblée nationale pour permettre qu'aux jours à venir, nous puissions jouer un vrai poids par rapport aux différentes réformes que nous sommes en train de porter. Vous savez, les réformes... Est-ce que vous doutez du processus Permettez-moi, nous en arrivons sur la question du doute du processus électoral. Et par rapport aux différentes réformes que nous proposons en tant que
bien évidemment la belle politique qui a proposé un candidat président de la République. Je tiens à vous dire que ce n'est pas le président de la République qui viendra comme dans un état policier pour imposer ses réformes. Il doit passer au sein de l'Assemblée nationale. Et cette Assemblée nationale doit avoir une majorité confortable pour permettre que même le gouvernement soit à mesure d'implémenter les idées qui sont bien évidemment l'émanation du président de la République. C'est ainsi que moi je dis, parmi nos différentes propositions, c'est aussi la révision de la Constitution pour que nous puissions avoir un bicéphale. En fait, nous puissions mettre terme au bicéphalisme de l'exécutif. Nous puissions avoir un président de la République qui sera à mesure lui-même de pouvoir implémenter toutes les idées qu'il propose en termes de réforme à la population congolaise. Mais aussi, s'il faudrait répondre à votre question sur la question de sillonner le Congo profond. Moi, je pense que lorsqu'il y a le début de la campagne électorale, d'ailleurs, vous étiez parmi les journalistes qui m'ont posé cette question, de savoir comment est-ce que Mouzito, avant même la campagne, il avait déjà sillonné les grands Bandundu, il avait sillonné la partie orientale. C'était simplement pour essayer de palper la vraie réalité qui ronge les différents coins de la République. C'est ainsi. Mais le travail n'a pas été bien fait apparemment, parce qu'au début, vous avez dit que vous avez choisi la ville de Kinshasa parce que vous connaissez beaucoup plus les problèmes qu'il y a ici à Kinshasa plutôt que dans d'autres provinces. Moi, je pense que c'est un problème sémantique lors de ce que je suis en train de dire. Vous devez comprendre que j'ai dit ceci. Il y a toujours un regard particulier. Le Congo s'est détruit du jour le jour. Vous comprenez? Et nous pensons que le problème du diagnostic que nous avons établi comme à l'époque, quand je peux dire, autrefois, pendant la période de la pré-campagne, c'était le problème qu'aujourd'hui ça a évolué. Ça a évolué sensiblement. À l'époque, nous avons connu dans la partie est de la République, et bien évidemment, Bunagana qui était menacé, qui était pas encore occupé. Mais aujourd'hui, Bunagana vient d'être occupé. Aujourd'hui, les différents groupes qui attaquent la République démocratique du Congo, ils sont à la porte de Goma. Soyez-en sûrs que s'il y avait une idée bien ficelée par rapport à résorber cette question d'insécurité dans la partie est de la République, il y avait bien évidemment des stratégies bien précises qui est aujourd'hui, le 1er décembre, que nous devons adapter par rapport à ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui pour que nous soyons à mesure, bien évidemment, de donner à ces peuples qui attendent une solution définitive à ces problèmes ou à cette insécurité qui ravage la partie est de la République. Madame, la question de l'insécurité dans cette partie, ce n'est pas une question que nous devons prendre facilement avec toute légèreté. Parce qu'aujourd'hui que nous parlons, il y a plus de 6 millions de déplacés dans cette partie est. Il y a plus de 1 million d'enfants qui manquent quoi mettre sur la dent. Il y a plus de 3 millions de femmes qui sont violées, qui n'arrivent même pas à avoir de soins appropriés. Pensez-vous qu'aujourd'hui, s'il faudrait descendre à Goma, descendre de la partie où la sécurité bat son plein, nous devons avoir un discours léger à l'égard de ces peuples? Non. Nous ne gérons pas la République par des promesses. Nous gérons la République en donnant des propositions. Qui a un discours léger qui peuvent apporter. Ne m'amenez pas sur ce terrain polémique, cher Daniel. S'il vous plaît, pour un parti qui s'est préparé depuis pour les élections, ce sont des questions, on va dire, auxquelles ils ont pensé déjà, ils ont déjà réfléchi et ont essayé quand même de trouver de solutions. Effectivement, nous étions parmi le premier, je peux dire, notre leader était parmi le premier acteur politique majeur de ces pays qui a dit à la face du monde, il faudrait que nous fassions la guerre aux Rwandais. C'est ça la solution pour vous, la solution idéale? Écoutez, alors que les autres parlent de la diplomatie, il faut vivre ensemble au niveau de la région des Grands Lacs, voulais-je dire, vous parlez de la guerre. En fait, moi je pense que la problématique n'est pas au niveau de faire la guerre. Mais pour faire la guerre, avec Félix Tshisekedi Tshilombo, nous avons assisté aux différentes étapes de négociations, de diplomatie. Cette diplomatie n'a pas apporté un résultat escompté, une solution définitive. C'est ainsi, nous pensons, vu que cette guerre date de plus de décennies. Nous pensons que la diplomatie a démontré ses faiblesses, ses limites. C'est ainsi que nous devons prendre une grande décision. Et cette grande décision, à notre avis, c'est faire la guerre contre le Rwanda. Nous ne sommes pas dans la logique d'extirper la République démocratique du Congo dans le pays du Grand Lac ou du sous-région. Parce qu'aucun pays ne peut vivre en autarcie. Ok? Nous
sont obligés de vivre en communauté, de vivre bien évidemment en ayant une certaine comment je peux qualifier, une certaine facilité de pouvoir tisser des relations bilatérales avec les différents États qui se retrouvent comme nos voisins. Mais cependant, nous constatons que le Rwanda multiplie le stratagème, non seulement pour piller la richesse du pays, mais aussi pour alarmer de pauvres concitoyens qui habitent dans cette partie de la République. C'est ainsi que nous pensons, le mieux à faire ici, c'est faire la guerre contre le Rwanda pour que nous puissions faire comprendre au Rwanda est-ce que l'armée, pour que nous puissions faire comprendre au Rwanda et on va dire prête pour faire cette guerre-là au Rwanda, pour que nous puissions être à mesure de faire comprendre au Rwandais que ce n'est pas seulement le langage diplomatique que nous pouvons mettre en exergue, mais nous pouvons aussi activer l'option militaire. Effectivement, la République démocratique du Congo, elle est prête pour faire la guerre. Parce que si vous regardez l'effectif militaire que nous avons actuellement, et vous regardez l'effectif militaire qui est le Rwanda actuellement, vous allez vous rendre compte qu'il existe une certaine, bien évidemment, une certaine discordance en termes d'effectifs. Nous avons un effectif bien supérieur. Nous avons plus de 500 000 quelques hommes militaire. Effectivement, il faudrait que nous puissions nous bien formés, bien armés. Bien évidemment, c'est d'ailleurs le point que je voulais en arriver. Maintenant, il faudrait que nous puissions bien former ces militaires, nous puissions bien les armer, nous puissions bien évidemment être à mesure de répondre aux besoins fondamentaux qui intéressent leurs soldats, qui intéressent la vie de leur famille. Parce qu'un militaire qui est au front, qui n'est pas à mesure de pouvoir payer la scolarité de ses enfants, n'est pas à mesure de laisser ses enfants habiter dans un abri intéressant, soyons sûrs qu'il n'aura pas la morale de pouvoir attaquer l'ennemi. C'est ainsi que nous disons, avant de faire la guerre, il existe de préalables à établir. Et parmi ces préalables, nous considérons, c'est d'abord la problématique de pouvoir équiper notre militaire, d'acheter un armement suffisant pour que nous soyons à mesure de faire entendre le langage, bien évidemment, de militaires à ces derniers qui attaquent. Effectivement, cette guerre, s'il faudrait atterrir, c'est une guerre asymétrique qui... Résumez-vous, parce que c'est une guerre asymétrique qui, bien évidemment, fait en sorte que nous puissions nous retrouver, nous, en tant que victimes dans un terrain où il y a le multinationaux qui sont en train de financer le Rwandais. Mais cependant, nous, en tant qu'acteurs politiques, nous pensons que la diplomatie ne peut pas être mise en branle. Nous devons activer aussi l'optique diplomatique, mais cette fois-ci, ne pas discuter avec le Rwandais, mais discuter avec les multinationaux qui interviennent en filigrane du Rwanda pour essayer d'alarmer la population congolaise et piller nos ressources naturelles. Alors, vous dites que le parti en vol était prêt pour les élections. D'ailleurs, vous avez vanté que vous avez aligné le parti autant... Nouvel Élan, s'il vous plaît, je m'en excuse, le parti Nouvel Élan. Vous avez vanté le fait que vous avez aligné autant des députés nationaux, provinciaux, ainsi que les conseillers municipaux. Alors, je rappelle que pendant les concertations, alors que la CENI a demandé à échanger avec le président du Nouvel Élan, Adolphe Muzito, ces derniers lui auraient demandé un report technique des élections. Il a évoqué comme raison les finances ainsi que la technique. À ce stade, où en êtes-vous? Est-ce que cela a évolué également? Bon, moi je considère que la question du report qui a fait l'objet de notre communication après visite de M. Kadima était tributaire au réalisme politique. Je tiens d'emblée à vous rappeler que mon leader politique, il fut Premier ministre de ces pays. Il a organisé des élections en 2011. Okay? Il a fait aussi que les élections passent de 2 tours à 1 tour. Il me soit permis de dire que ce n'est pas un Premier ministre qui fait des modifications à la Constitution. C'est un pouvoir réservé au pouvoir constituant, aux parlementaires. Et lui, l'autre fois qui était dans l'exécutif, bien évidemment, l'idée n'émanait pas de lui, l'idée émanait d'un député national qui était au sein du regroupement qu'on appelle majorité présidentielle. Alors moi je pense que le faire porter un chapeau pareil pendant cette période électorale, bien évidemment, c'est une réflexion qui risquerait de diminuer le nombre de gens qui ont confiance à sa personne. C'est une question qui ne peut pas passer à côté parce que vous avez vanté comment est-ce qu'il a géré pendant qu'il était Premier ministre et je ne vois pas pourquoi il faudrait exclure le fait que c'est pendant qu'il était Premier ministre que la Constitution a été révisée. Nous sommes passés de 2 tours à 1 tour. J'étais éloquent par rapport à ma réponse en disant que lorsqu'on est chef d'exécutif, chef du gouvernement, on ne modifie pas la Constitution. Écoutez, nous ne sommes pas dans un état policier, un état gendarme. Nous sommes dans un état de droit. Qui dit état de droit dit obéissance aux institutions établies par la Constitution.
La Constitution de la République démocratique du Congo parle de 3 institutions majeures, la présidence, le gouvernement, bon, 4 institutions bien évidemment, la présidence, le gouvernement, l'Assemblée provinciale, en fait le Parlement et le cours et tribunaux. Mais comment vous pouvez parler de celui qui occupe le poste du responsable du gouvernement comme institution pour donner des injonctions à l'Assemblée nationale pour que nous puissions avoir la modification de la Constitution? Moi, je pense que c'est un chapeau, je me répète, c'est un chapeau qu'il faudrait garder, pas pendant cette période pour essayer d'en parler. Alors, déjà, je dirais ceci à votre question principale. La problématique ici, elle est au niveau... D'ailleurs, vous m'avez même fait perdre le fil d'idée. Le report qu'il avait sollicité voilà, autrefois. la question du report, merci beaucoup. La problématique ici du report, c'est par rapport à sa technicité en tant qu'acteur politique. D'ailleurs, je tiens à vous dire, quand il était encore militant dans son ancien parti politique, secrétaire national en charge, il occupait le poste du secrétaire, bien évidemment, secrétaire national en charge de questions électorales. C'est-à-dire, il a quand même une connaissance bien approfondie par rapport à ça. En regardant comment est-ce que le processus électoral avait débuté, un processus électoral titibant, bégayant, il s'est rendu compte qu'il était important maintenant de faire comprendre raison à M. Kadima. C'est pratiquement impossible. Jusqu'à la preuve du contraire, nous continuons à dire et à persister. C'est pratiquement impossible que le 20 décembre, nous puissions avoir des élections dans les délais et des élections qui vont réunir, en fait, des élections qui pourra réunir toute le couche politique et qui n'aura pas la fraude électorale. Ok? Pourquoi nous le disons? Simplement parce que nous nous rendons compte, jusqu'à la preuve du contraire, tous nous connaissons qu'il n'y a pas encore de kits électoraux qui sont ici, au pays. Encore moins l'impression de dans la ville de Kinshasa. Il y a une problématique de l'impression de bulletins. C'est pourquoi vous ne voulez pas même mettre des pancartes de votre candidat, parce que vous avez des doutes sur l'organisation des élections. J'apprécie vos relances, mais permettez-moi de répondre d'abord à la question avec principale. plaisir. Voilà. Et si vous vous rendez compte même, jusqu'à la preuve du contraire, il n'y a pas... Nous n'avons même pas encore sollicité auprès, parce que nous avons l'habitude de recevoir des bulletins de vote de l'Afrique du Sud. Et l'Afrique du Sud a un pays vers qui il envoie le fonds pour que ce pays-là nous apporte, bien évidemment, fabrique les bulletins de vote pour que ça vienne ici. Jusqu'à ce jour, cette traçabilité de bulletins de vote n'est pas encore connue. Pensez-vous que M. Kadima, c'est un divin? Même s'il était Jésus-Christ, je pense qu'il solliciterait un report. Alors, nous mettons M. Kadima devant ses responsabilités. Mais sur le plan technique et sur le plan politique, vu que toutes les sensibilités politiques protestent la composition de la Cour constitutionnelle comme institution qui arbitre les jeux démocratiques dans un État démocratique, la composition de la CENI jusqu'à la preuve du contraire, nous contestons cette composition parce que nous pensons qu'en ayant Kadima à la tête de la CENI, nous ne pouvons pas avoir des élections qui sera l'émanation de la population. Déjà, autour de ces 2 problèmes majeurs, et loin de moi l'idée de pouvoir vous parler de la loi de la répartition des sièges, la loi électorale, où nous, en tant que parti politique, étant dans la dynamique Lamouka, nous avons protesté, nous avons fait de marches sur toute l'étendue de la République qui a été malheureusement réprimée par des policiers sous ordre de M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais cependant, nous pensons que nous ne pouvons pas stagner, nous devons avancer et mettre les acteurs majeurs, à l'occurrence M. Kadima, devant ses propres responsabilités sur l'organisation des élections. Nous avons postulé. La preuve en est que nous avons même aligné un nombre suffisant, l'unique parti politique de l'opposition qui a aligné un nombre suffisant de candidats à tous les échelons, c'est le nouvel élan. On veut également atteindre le seuil. Moi, je ne parle pas du seuil, moi je parle d'un nombre oui, le nombre, important. Bien sûr. Le nombre je ne connais pas, je ne connais même pas la politique interne on de va ces pas partis parler de politiques. l'unique parti. Mais aussi, bon, pour être modeste, parmi de partis. Voilà. Et s'il faudrait maintenant réfléchir autour de la question de ne pas être sûr. C'est ça, vous ne voyez pas nos pancartes. Mais moi, je dis que monsieur, bon, je sais que vous habitez la Gombe, mais vous n'habitez pas la périphérie. Si la Gombe, toutes les pancartes ont été occupées par ceux qui gèrent la République, pensez-vous que mais Kinshasa n'est pas la Gombe,
je réponds à votre question pour vous dire que la périphérie est occupée par nous. Nous sommes aussi parmi, modestement, bien évidemment, le rare parti politique de l'opposition qui a des pancartes partout. Si vous regardez vers Kalamou, il y a le pancarte de Maître Blanchard Mongomba qui est notre secrétaire général. Okay. Si vous regardez, je peux continuer à Mouamba, il y a des pancartes de monsieur Joël Lopez, qui est notre candidat député national. Donc vous allez vous rendre compte que nous sommes préparés tant ici dans la ville de Kinshasa, qui est dans les différentes provinces, de partir aux élections au mois de décembre. De partir aux élections, c'est 20 décembre, mais cependant, nous nous rendons compte jusqu'à la preuve du contraire que M. Kadima, à moins qu'il soit divin, même pas divin, à moins qu'il soit un ange qui ne sait, au même moment, voulais-je dire, prendre les kits électoraux qui ne sont pas encore ici dans la ville de Kinshasa, pour les dispatcher, faire les déploiements dans toutes les provinces, mais également... Le pays, bien évidemment, le pays des étrangers, mais aussi avoir des bulletins de vote. Parce qu'il ne suffit pas seulement d'avoir le kit et des bulletins de vote, mais aussi les électeurs que nous sommes. Vous savez que dans les différents bureaux que nous avons eu, nos différentes cartes d'électeurs, à Isagénique, qui du reste connaît encore de problèmes d'effacement, nous n'avons pas vu nos noms être affichés devant ces bureaux, alors que nous sommes à 19 jours des élections. Déjà, tout ça, ce sont des contraintes d'ordre technique qui nous fait parler, nous et les observateurs, bien évidemment, internationaux, sur la non-organisation des élections. Une application de la CENI, donc vous pouvez télécharger. Mais écoutez, l'application, c'est réservé pour nous, des gens peut-être qui sont censés avoir le téléphone Android, mais de maman maraîchère, qui sont à Bunaga, en fait, à Inongo, à Bunagana, qui sont à Idui. Pensez-vous que cette maman sera à mesure de pouvoir entrer dans un téléphone? D'ailleurs, il n'a même pas un téléphone, il y a touche qu'on appelle. Pensez-vous qu'il aura la possibilité de pouvoir entrer pour regarder si son nom a été, bien évidemment, repris dans cette application? Moi, je pense que c'est de la farce. J'aimerais dire, c'est du dindon de la farce. Okay. Il ne faudrait pas nous amener dans un bateau imaginaire. C'est ainsi que nous restons constants. Nous continuons à battre campagne. Et nous disons que le 20 décembre, nous devons avoir des élections. Nous n'avons même pas besoin d'une seconde de report. Et M. Kadima, il est devant sa responsabilité. C'est ça. Vous allez vous rendre compte que à chaque fois, le prélat catholique, le protestant, les différents observateurs internationaux, ils essayent de donner leur point de vue par rapport à l'organisation des élections. D'office, il y a un communiqué de M. Kadima qui, non seulement il écrit avec beaucoup de légèreté par rapport aux mots qu'il emploie, à ses différentes personnalités religieuses, aussi à ses partenaires de la République démocratique du Congo aux différents processus électoraux, mais également nous sentons une dynamique de rassurer l'opinion, mais sur le plan technique, tout ce que je venais de développer ici prouve à suffisance que ce sera chimérique de penser qu'il y aura élection le 20 décembre. Donc vous adhérez à l'idée du cardinal Ambongo selon laquelle il est difficile d'avoir les élections le 20 décembre ainsi que le processus ne serait pas encore transparent? En fait, ce n'est même pas adhérer. C'est ce que cardinal Ambongo, il porte la voix de tous les acteurs politiques de l'opposition et de la société civile et les différents observateurs internationaux par rapport à l'organisation des élections dans les délais, par rapport à la transparence, par rapport à la fiabilité du scrutin électoral. Moi, je pense que nous n'adhérons pas parce que nous étions parmi les premiers. Nous avons commencé avec cette dynamique de revendiquer qu'il y ait de bonnes élections. Le 20 décembre, c'était déjà dès l'entame de la prise du pouvoir de M. Tshisekedi Tshilombo dans des conditions que tous nous maîtrisons. Lorsque nous étions hier en tandem avec Fayulu et Mouzito, nous étions parmi les précurseurs de cette revendication. Lorsque d'autres acteurs politiques aujourd'hui qui jouent aux donneurs des leçons, ils étaient en train de courir derrière Tshisekedi pour chercher la création de l'union dite sacrée. Mais nous étions déjà en train de revendiquer. Un exemple de cet acteur. Ce n'est pas un secret de Polichinelle, c'est M. Katumbi qui ne sait pas ça. Okay. Mais nous étions déjà là, au front, en train de revendiquer que nous puissions déjà commencer avec le processus électoral, nous en train de proposer que nous puissions avoir de lois et de lois qui va bien évidemment qui vont faire en sorte que toutes les parties prenantes soient d'accord par rapport au processus électoral à venir dont je parle le 20 décembre 2023 de ce mois. Mais le gouvernement joue à la sourde oreille. Il n'a pas répondu d'une manière idoine par rapport à différentes préoccupations. C'est ainsi que nous pensons que le vrai débat ne serait pas aujourd'hui de pouvoir nous cramponner au passé ou ressasser le passé. Le vrai débat aujourd'hui, c'est au niveau de
voir la réalité en face et d'affronter la réalité. Et la réalité en face, c'est attendre le 20 décembre pour que tous les Congolais passent aux urnes. D'accord. Alors, le fait pour la CENI de dire que les propos du cardinal sont inopportuns, est-ce que ce n'est pas une réaction correcte, on va dire, parce que nous sommes là en pleine période de la campagne électorale et jusqu'à preuve du contraire, la CENI ne s'est pas dit qu'il n'a pas encore émis de doute au sujet du report des élections. Bon, moi je venais de le dire ici tantôt que... C'est une réaction correcte de la CENI, on va dire. Moi je pense que la réaction, elle peut pas être correcte ou moins correcte, mais c'est une réaction, je n'ai pas aimé le mot employé. Donc c'est une problématique. C'est une problématique sémantique. Du report des élections au moment où nous sommes en pleine campagne électorale. En fait, je considère que reprocher au prélat catholique, par rapport à l'incertitude qui loge leurs esprits, serait de ramener le kit électoraux, de les déployer et d'avoir des bulletins de vote. Vous comprenez? À la place de pouvoir communiquer. Parce que cette communication elle est indécente. C'est une communication qui ne tombe pas à point nommé. Je me rappellerai encore de ce que mon professeur me disait. À chaque fois, lorsque vous réagissez à une supputation, par une supputation, faisant sûr que votre interlocuteur ne sera pas à mesure de pouvoir capter la pertinence de votre réponse. Nous sommes dans la logique selon laquelle nous émettons de réserve par rapport à l'organisation des élections de décembre, le 20 décembre 2023. La CENI en tant qu'institution qui permet à ce que nous puissions avoir des élections dans notre pays, devait par contre nous donner une réponse, je peux dire, pratique, en amenant les kits électoraux, en déployant ça sur toute la province. Ce n'est pas à nous amener une arrogance fertile, une arrogance qui présage le niveau de maturité de ceux qui sont dans cette institution. D'ailleurs, cette réponse laisse entrevoir que l'institution CENI se voit comme une institution qui n'obéit qu'aux ordres de M. Félix Tshisekedi Tshilombo, qui n'écoute pas les propositions venant de différentes... Bien évidemment, pardon. La CENI est indépendante. Elle est indépendante sur le plan formel, sur le plan de l'écriture, mais sur le plan pratique, nous constatons que la CENI n'est pas indépendante. C'est une institution inféodée actuellement, qui obéit aux mots et aux hymères d'un individu. Si nous avons des élections aujourd'hui, soyons sûrs que ce sera des élections tshisekediquement correctes. Ce ne sera pas des élections, qui vont obéir à l'assentiment du peuple congolais. Nous y allons. Est-ce que c'est avec espoir ou certitude de gagner les élections? Nous y allons avec espoir et certitude de gagner les élections. Vous savez pourquoi, madame? Je vais vous étonner. Parce que si nous décidons aujourd'hui de ne pas aller aux élections, ça risquerait d'être considéré comme la non-assistance au peuple en danger. Ce peuple qui a un problème de courant, d'électricité, ce peuple qui a vu la gratuité de l'enseignement détruire le niveau de scolarité de leurs enfants, ce peuple qui voit, bien évidemment, le vaillant militaire du Congo être au front sans pour autant recevoir le solde à la hauteur des sacrifices qu'ils sont en train de subir. Ces peuples qui voient aucune route convenable qui relie les provinces, l'interconnectionnabilité de provinces pour permettre que les richesses de l'Est profitent à l'Ouest, ces peuples est en danger. Alors, nous sommes dans l'obligatoriété de nous présenter à tout l'échelon pour que nous puissions être la réponse idoine aux problèmes qui rongent ces peuples. Mais c'est ainsi, nous responsabilisons aussi ces peuples. Nous disons, nous avons fait notre part. Nous n'avons pas choisi de toucher les armes pour imposer une bonne gouvernance. Nous sommes démocrates, républicains de surcroît. La meilleure façon à faire pour nous, c'était d'aligner des candidatures dans tous les échelons et permettre à ce que ces peuples puissent avoir la maturité de comprendre que le 20, il doit surveiller le résultat des urnes. C'est-à-dire, après que vous ayez voté, vous devez être devant votre bureau pour savoir le bureau de Kimbanse qui a gagné. Si Kimbanse il y en a 30 bureaux, c'est-à-dire tous les 30 bureaux, nous devons avoir le résultat. Et si ça se fait comme ça, cette dynamique de surveillance des élections, c'est fait sur toute l'étendue de la République, soyons sûrs que M. Kadima serait coincé de ne pas proclamer la vérité des urnes, sera coincé de ne pas proclamer
le résultat d'un candidat qui sera en osmose avec le peuple congolais. Et nous disons que le peuple, il est le destinataire des différentes réformes que nous sommes en train de tapisser, nous sommes en train de mettre en œuvre aujourd'hui et à mettre en évidence leurs proposer. Mais ce peuple aussi, il doit être celui qui doit vouloir à ce que ces différentes réformes que nous sommes en train d'intérioriser et soient aussi, bien évidemment, portées par un candidat de leur choix. Alors, Maître Tony, vous relevez des problèmes techniques, bien sûr, c'est réel. Mais si la CENI, si Kadima vous demande aujourd'hui de l'accorder 1 ou 2 mois, vous allez l'accorder en attendant Tshisekedi reste au pouvoir? Moi, je pense que cette question ne tombe pas prénommée. Parce que nous sommes à 19 jours de la campagne électorale. J'aimerais être votre invité le 19, au besoin le 21 décembre de ce mois pour répondre à cette question. Mais s'il faudrait vous dire en quelques phrases, moi je pense que nous sommes respectueux. Je venais de vanter ici notre qualité de républicain. Parce que vous aimez de doute en ce qui concerne la tenue des élections. Donc c'est une question. Écoutez, vous ne devez pas me responsabiliser de porter cette lourde charge, de dire à tous les téléspectateurs congolais qui nous suivent. Vous savez que votre chaîne, elle est très suivie. Non, la question c'est alors, est-ce que vous pensez que moi je dois porter cette lourde responsabilité, cette lourde responsabilité de dire au peuple que nous allons accepter qu'il y ait un report des élections? Qu'on se mette d'accord. Vous êtes d'accord avec le cardinal qui émet de doutes en ce qui concerne la tenue des élections le 20 décembre, oui ou non? On part de là d'abord. En fait, nous sommes d'accord avec le cardinal. Parce que, d'ailleurs, le cardinal, je venais de le dire, il a porté la voix de la majorité de la classe politique qui opine que par rapport à ces processus, comme il avait commencé, il avait débuté avec beaucoup d'irrégularités, jusqu'à nos jours, sa communication date du 27 novembre. Jusqu'au 27 novembre, monsieur Denis Kadima sera l'impossibilité d'organiser des élections dans les délais constitutionnels. D'ailleurs, dans tous les états-majors politiques, c'est la question qui revient du report des élections. Mais cependant, nous, en tant que politiques, nous mettons M. Kadima devant sa responsabilité d'organiser des élections dans les délais. Sinon, ça serait une violation de la Constitution et nous allons le porter devant la justice. Devant la Cour de cassation, bien évidemment. Même si ce sont des élections remplies d'irrégularités, pourvu qu'il y ait élection. Nous responsabilisons le peuple. Si irrégularité il y a, le peuple va dénoncer et le peuple va se prendre en charge. Alors, Maître Tony, vous savez que la mission d'observation de l'Union européenne s'est retirée de ces processus. Est-ce que ça vous fait peur que l'Occident, cette mission d'observation, puisse se retirer alors que nous sommes à quelques jours de l'organisation de ces élections, vous l'avez dit? Est-ce que ça ne diminue pas, d'une manière ou d'une autre, la crédibilité de ces élections du 20 décembre? Eh bien, moi je pense que la crédibilité, il n'y en a pas. On ne peut pas parler de la diminution d'une crédibilité qui n'existe pas. Effectivement, cette mission, elle est partie. Vous savez pourquoi elle est partie? Parce qu'elle s'est rendue compte qu'elle va perdre son temps ici. Parce que tout était déjà élaboré. Ça, c'est vous qui le dites, hein? Et je vous dis, bien évidemment. Parce que... Qu'est-ce qui a été élaboré? Nous avons connu dans le passé 3 processus électoraux en RDC. Cette mission, elle a toujours été là. Certes, quoique irrégularité, il y en avait, ok? Mais cette irrégularité n'avait pas la taille de l'irrégularité que nous connaissons actuellement. En fait, la République démocratique du Congo a la place d'avancer, nous avons rétréci. Ok? Par rapport à l'organisation des élections, par rapport à la maturation de la démocratie. Et nous, en tant qu'acteurs politiques, nous disons que les départs de cette institution confirment nos propos. Les différentes déclarations de prélats catholiques de la société civile confirment nos propos. Nos propos que nous avons commencé depuis 2020 à revendiquer la fiabilité des élections. Alors, moi je considère que c'est une manière aussi pour nous, en tant que compatriotes, en tant que partie prenante aux élections, d'activer encore le peuple. Merci. De dire au peuple que on ne peut pas subir encore le trucage électoral en 2023. Parce que M. Tshisekedi Tshilombo, n'ayant pas l'assentiment du peuple congolais, je ne sais pas si le peuple congolais pourra, ne serait-ce que, je ne peux pas dire renouveler, parce que si je parle de renouveler, c'est comme si en 2018 il a été voté. Si le peuple va cautionner
encore qu'il y ait tricherie en 2023. Donc nous restons catégoriques par rapport à la maturation du peuple, par rapport à l'éveil de conscience du peuple, de faire une veillée électorale pour que chaque bureau nous fasse sortir le résultat des urnes. Nous sommes fatigués de vivre dans un État où les députés nationaux touchent 21 000, alors qu'un huissier, il a moins de 100 $. Alors qu'un policier, il a moins de 100 $. Pourquoi cette discordance par rapport au traitement social? Mais depuis l'époque de Mobutu, non, c'était le cas. Mobutu, comment Mobutu n'a jamais changé ça. L'époque de Mobutu, mais Mobutu. Mobutu plutôt. À moins que vous connaissez pas, vous n'ayez pas C'était l'histoire. pas moins de 5 000 $. Vous n'ayez pas l'histoire. À moins que vous n'ayez pas l'histoire. À l'époque de Mobutu, c'était pas moins de 5 000 $. C'était toujours au-delà. Vous pouvez. Avec les députés nationaux. Vous savez, le taux était à combien à l'époque de Mobutu? Ça vous de nous le dire. Ah voilà, vous constatez qu'il y a un sérieux problème. Déjà, moi je dis que nous ne sommes pas là pour parler, nous sommes dans une période électorale. Nous ne sommes pas là pour recenser l'histoire. Et si nous le fassions, soyons sûrs que Mobutu, il est parmi le correct acteur politique que le Congo n'a jamais connu. Si vous regardez dans le bilan de Joseph Kabila Kabange, il n'y a que la période de Mobutu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Tshisekedi qui l'a dit une fois, en 2021. Ok, il n'y a que la période de Mobutu où le Congo a connu une amélioration sur le plan économique, sur le plan infrastructure, et sur le plan sanitaire, éducationnel et sur le plan de traitement des salariés et des fonctionnaires. Alors, il est très important de dire que cette disparité de traitement, ce traitement salarial, c'est une question qui du reste entre dans notre ligne de conduite. Parce que nous pensons que le 21 000 $, d'ailleurs, je vais vous choquer, n'est pas beaucoup. Vous savez pourquoi nous voyons ça beaucoup? Parce qu'un huissier a moins de 100 $. Si l'huissier avait 500 $, un député national toucherait facilement 21 000. Et pourquoi l'huissier n'arrive pas à avoir 500 $? Simplement parce que nous n'arrivons pas à majorer, bien évidemment, notre PIB et notre budget national. Notre assiette fiscale stagne. Et le peu de ressources naturelles que nous avons, nous vendons à l'échelle internationale. Ces ressources naturelles, lorsque nous avons l'argent, à la place que ça entre dans le trésor public, ça entre dans le poste d'individu. Et là, je responsabilise la justice. Merci. La corruption bat son plein. C'est ainsi que nous pensons que la meilleure façon, ce n'est pas de diminuer le 21 000 $, mais plutôt de permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse accroître ses recettes pour que nous puissions augmenter les salaires de ceux qui touchent paix, afin que nous puissions avoir un traitement équitable, égalitaire entre les différents candidats, entre les différents citoyens. Il est très important de le dire. Très bien, merci beaucoup. Alors, mesdames, messieurs, vous êtes en direct de CML13 Télévision, vous faites bien. Tout de suite, nous allons prendre notre seconde thématique. Nous allons parler de la candidature commune. Je reviens vers vous. Maître Tony, est-ce que Nouvel Élan est partant ou pas en ce qui concerne la candidature commune de l'opposition? Eh bien, à la question de la candidature commune, je me sens très à l'aise pour répondre à cette question. Bon, vous n'étiez pas à l'aise comme d'autres précédentes questions. Comme d'autres précédentes questions. Pourquoi je me sens très à l'aise? Simplement parce que j'aimerais dire que la République démocratique du Congo, nous sommes habitués de faire des alliances sur fond du maire, sur fond de dire « ôte-toi que moi je m'y mette ». Nous ne sommes pas dans la logique de pouvoir chercher une alternative. Et là, nous, en tant que parti politique, nous considérons que, avant de tisser des alliances avec qui que ce soit, cette fois-ci, je vais citer le nom, M. Mouzito, sur fond de quoi M. Mouzito, en fait, M. Katumbi, bien évidemment, il a tissé l'alliance avec Franck Diongo, avec Seth Kikouni, avec Matata Pogno. Parce que nous avons écouté le programme des différents acteurs politiques, vous allez vous rendre compte que ce sont des programmes opposés, qui ne rencontrent pas l'assentiment, bien évidemment, du peuple congolais. Ça, c'est vous qui le dites, je le répète une fois. Bien évidemment, c'est mes analyses, ça m'engage moi. Voilà. Sur fond de quel programme? Et nous mettons l'accent sur le programme, avant de tisser une alliance. Nous pensons que, pour que Mouzito, candidat président de la République, tisse les alliances avec Maître, on l'appelle comment? Il est candidat président de la République, le président de l'Envol, Théodore Ngoyi, Maître Théodore Ngoyi, Noël Tchani, Deli Sessanga. Martin Fayoulou, avec qui vous étiez Martin d'ailleurs. Fayoulou, bien évidemment. Et c'est un candidat. Il faudrait que nous puissions avoir des programmes qui
sont très belles, qui concordent. Et non seulement avoir l'offre ou programme de gouvernance, mais aussi nous devons avoir la même idée par rapport aux réformes que nous devons tapisser par rapport à l'état des lieux ou au diagnostic que nous avons eu à faire par rapport à la situation de la République. Mais au-delà de ça, nous devons savoir comment est-ce que nous allons mobiliser les ressources pour atteindre les réformes. Notre réflexion est tripartite. Nous avons compartimenté ça à 3, simplement parce que nous pensons que non seulement nous devons faire un diagnostic sérieux, mais nous devons aussi avoir des réformes. Et ces réformes doivent rencontrer les désirata du peuple, et ce peuple doit savoir comment est-ce que nous devons mobiliser les recettes pour que nos réformes soient implémentées. Mais vous allez vous rendre compte que les différents candidats... Je vais lancer par rapport à votre analyse, parce que, je veux dire, les programmes peuvent se compléter et aussi les expériences, justement, d'où la nécessité d'une candidature commune. S'il faut parler de chiffres, on va dire que Adolphe Muzito est là et l'autre va ramener aussi son expérience et ensemble, vous pourriez sortir un programme commun. J'ai commencé à dire que la République démocratique du Congo, depuis 1960 jusqu'aux élections de 2018, les gens se sont ligués pour ôter ceux qui gouvernaient afin que les autres s'y mettent, sans qu'il y ait de programme. Et la finalité, vous savez, c'est quoi? C'est la rupture de Katumbi et de Félix Tshisekedi. Et la Mouka aussi, on va dire. La Mouka, nous n'étions pas dans la gouvernance. Moi, je parle de ceux qui ont géré en fait, sur fond des alliances. OK? Et aujourd'hui, le peuple arrive aussi à acclamer un Moïse Katumbi qui indexe Tshisekedi par rapport à la mauvaise gestion de la République. Alors qu'ils ont fait 2 ans dans une gestion commune. Il doit assumer le bilan. Partage. Merci de le dire. Je pense que le peuple congolais vous acclame actuellement. Non, je vous relance. Alors, déjà, tout ça laisse entrevoir que nous ne pouvons pas aller aux alliances pour vouloir que Tshisekedi quitte la magistrature suprême seulement. Mais nous devons avoir de réformes, nous devons savoir quel est le projet de société qui nous unit. Mais jusque-là, nous nous sommes montrés ouverts pour demander aux différents candidats présidents de la République d'apporter leur projet de gouvernance, leur projet de société. Vous avez demandé aussi à Fayoul. Il n'a pas nous avons dit à la place publique. OK? Et je pense que les différents candidats présidents de la République, ils ont écouté notre appel. Mais aucun n'est venu. Il fallait le faire d'une manière particulière. Vous ne voulez pas partir vers eux? Mais écoutez, eux viennent vers vous. Partir vers ces Donc vous pensez que vous avez le meilleur programme? En fait, le problème, ce n'est pas... je ne peux pas... Vous êtes à quel niveau, alors expliquez-nous. J'aimerais que nous puissions nous mettre d'accord sur ces points. C'est un point très important. Vous savez, nous avons écouté les différents programmes de chacun. Certes, nous sommes des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Nous écoutons. Nous avons écouté le projet de M. Katumbi qui a été porté par l'un de ses colistiers. Déjà, vous sentez le problème. Cela n'est pas le problème. Déjà, vous sentez le problème. Au-delà de ça, nous avons écouté monsieur Delis Sanga, la refondation de l'État. Son projet, ça c'est non comme ça. Exact. Ça, c'est plus que la poésie. C'est la prose. Il n'y a aucune manière détaillée comment mobiliser le recette pour atteindre les différentes réformes. Je parle de réforme par modestie parce qu'il n'y a pas eu de réforme. Nous avons senti du surplace. Nous avons écouté, nous avons attendu, bien évidemment, que M. Tshisekedi Tshilombo présente son programme de gouvernance. Mais on l'avait sillonné déjà à la République, avec des différentes promesses. C'est en ligne. Promesses. Son projet, son programme, c'est en ligne. Vous pouvez les lire. C'est 145 territoires, à ce que je sache. Un 145 territoires qui n'a pas pu implémenter aux 5 ans. Nous avons attendu, mais c'est qui? Noël Tchani. On n'a pas vu proposer quelque chose par rapport à la gouvernance de l'État. Il était sur la radio Top Congo, il avait proposé. Bien évidemment, je pourrais chercher après cette émission. Mais à ce que je sache, et jusque-là, il n'a pas présenté quelque chose à part son plan Marshall. Et qui du reste, c'est une, je peux dire, c'est une corbeille de bonnes intentions. Oh. Alors, jusque-là, nous sommes en train d'attendre un candidat sérieux qui viendra avec un programme. Et qui, il y avait encore qui? Denis Mukwege. Denis Mukwege, la réparation du Congo. C'est ça la dénomination. Oui. Nous sentons l'approche médicinale, qui est une approche politique par rapport à la résolution du problème. Le Congo ne connaît pas seulement l'insécurité dans la partie est de la République. Vous comprenez?
Et par rapport à cette à ce même projet de société, Mais il n'a pas à ces parlé de la idées, séparation de à ces l'Est. idées. Oui, c'est ça l'intitulé de son Pas programme. de l'Est, il n'a pas dit... Non, il a parlé de la réparation du Congo, Congo. mais avec un accent, je peux dire, accentué médicinal. sur la la pacification de la partie Est de la République. Effectivement, ça alarme tout le monde, ce qui se passe dans la partie Est de la Parce que République. c'est encore Mais la partie cependant, qui est vraiment les placée. différentes propositions qu'il présente pour que nous puissions connaître une paix durable dans cette partie Est de la République se présentent comme un chapelet de bonnes intentions qui a été prise sous une coupe médicinale. Alors, nous, en tant qu'acteurs politiques, Mais vous n'avez pas ayant parlé constaté, de s'il vous Martin plaît, Fayoulou également, bien il a évidemment, présenté son Martin, programme. il a déjà D'ailleurs, donné. Oui, le Il a manifeste donné de Kisangani. Le on quoi a le manifeste de Kisangani. Écoutez, Et arrêtez, vous- nous, mais arrêtez, vous n'avez pas- Congo et Colombo. déjà, vous sentez que vous êtes en contradiction, vous vous êtes le les. dernier. Non, non, c'est ça, Non, non, moi, pour le c'est ça, moment, non, c'est manifeste ça. de Kisangani. Non, c'est ça. D'un seul ou des justement. cinq de Non, Kisangani. c'est ça, les Kisangani, programmes. on parle Ah, pas de c'est pas d'un Dessengé. seul, d'accord. Mais Nouvelle-Élan, d'ailleurs, on va dire que c'est parmi le dernier candidat à nous présenter leur programme. Effectivement, mais vous- parce qu'on vous le a faites attendu, avec- que les différents candidats qui nous ont précédés puissent proposer le leur, Question de puiser aussi. afin que nous puissions savoir qui a une idée qui se marie à nous, où nous pouvons faire l'alliance avec sur front de programme. Et vous n'avez malheureusement, trouvé personne. nous avons trouvé personne jusqu'à nos jours. Nous sommes à 19 jours des élections, nous pensons qu'il y aura un candidat qui pourra proposer une offre politique, Au un cas projet de contraire, gouvernance l'idée d'une candidature commune est exclue. exclu simplement parce que nous ne voulons pas nous liguer comme ceux qui font le Matata, le Katumbi et le reste, seulement pour que M. Tshisekedi Tshilombo quitte la présidence de la République, mais sans alternative. Mais est-ce que c'est pas parce qu'en 2018, Moussitou n'a pas pu postuler au regard du problème qu'il y a eu, qu'en 2023, il se dit non, là c'est le moment de saisir l'opportunité Vous savez, le et problème, c'est d'aller quoi? aux élections. Par rapport à son poids politique de l'époque, pensez-vous que M. Adolphe Mouzitou pourrait soutenir un Martin Fayoulou, qui était qu'un simple député provincial à l'époque? C'est parce qu'il a mis son ego de côté. Ok? Il a regardé ce qui Non, c'est parce que la réunissait la République, c'était que Kabila au niveau quitte. du Palou. Rien à voir par rapport, c'était pas un choix personnel, d'abord on va Mais dire. écoutez, moi je pense que j'ai la chance d'être avec Mouzito, de discuter avec lui. Très humain que Mouzitou, Allez-y. très humain que Mouzitou. Chez les acteurs politiques majeurs de notre pays, ça n'existe pas. Très humble que Mouzitou, ça n'existe pas. Pensez-vous qu'un ancien Premier ministre, un ancien ministre de budget, lorsque Katumbi, Jean-Pierre Mbemba ont quitté la Mouka, Adolphe Mouzitou accepta rester avec un Martin Fayoulou. Un Martin Fayoulou qui n'a pas une expérience de la gestion autant que lui. Tout ça laisse entrevoir que parce que c'est un monsieur humble, un monsieur qui veut à ce que le Congo avance, qui regarde l'intérêt du peuple que ses égos personnels. C'est ainsi qu'il avait accepté jusqu'à nos jours de rester à la Mouka et de voir Martin Fayoulou partir, se prostituer en politique comme il avait fait. Alors, moi je pense que, ça m'engage, ce que je dis, Madame la journaliste. C'est Fayoulou c'est Adolphe Mouzitou qui est parti, Martin Fayoulou il est resté à la Mouka. Pensez-vous que si Martin Fayoulou n'était pas chassé en Afrique du Sud, n'était pas chassé par en Afrique du Sud, permettez-moi de vous dire, d'atterrir. Pensez-vous que si Martin Fayoulou n'était pas chassé en Afrique du Sud par Katumbi, Matata, non, mais là, il n'y avait que des délégués. Il serait aujourd'hui candidat. C'est pas vrai parce qu'il y a que des délégués qui se sont réunis. Pensez-vous que si on n'avait pas soupçonné le rapprochement de Martin Fayoulou avec Félix Tshisekedi Tshilombo, il serait aujourd'hui candidat unique et candidat. Écoutez, toutes les questions sont mises... en fait, moi je pense que nous ne pouvons pas discuter sur de polémiques. Parce que je pense que pendant cette période, en tant qu'acteurs politiques, nous devons plus réfléchir. Bien évidemment, nous devons plus réfléchir par rapport aux différentes réformes que nous portons pour que le Congo soit libéré de l'emprise de l'ennemi. Pour que le Congolais vive pas avec moins de $1 le jour comme nous vivons actuellement. Pour que nous soyons à mesure de pouvoir majorer notre produit intérieur brut.
pour que nous puissions avoir un budget de l'État qui avoisine 300 milliards de dollars. Vous comprenez? C'est ainsi que nous pensons que nous ne devons pas faire un débat tourné sur des individus. Mais nous restons républicains, nous restons bien évidemment patriotiques, parce que nous pensons que le Congo, c'est notre dénominateur commun. Nous ne pouvons pas faire prévaloir nos égos personnels au détriment de la République. Alors, en somme, que retenir? Quelle est la position du parti en vol par rapport à la candidature? Nouvel élan. Nouvel élan. Alors, par rapport à la candidature unique, le nouvel élan laisse sa porte ouverte pour attendre un candidat président de la République qui aura un programme qui va se marier avec le sien, afin que nous puissions coaliser ensemble. Si ça sera peut-être notre candidat qui sera porté comme le candidat commun, ok, nous allons concéder. Mais si nous constatons par rapport aux différents critères que nous allons aussi bien élaborer, avoir un diplôme sérieux, avoir une expérience de la gestion de la chose publique, être un monsieur modéré et tempéré, pas un monsieur qui passera à la place publique pour commencer à qualifier des gens qui sait faire l'analyse plus que moi ici dans ces pays. Vous comprenez? Qui sait dénoncer plus que moi? Non, nous n'avons pas besoin de personnes pareilles. Nous avons des personnes modérées et pondérées qui seront à mesure de résoudre le vrai problème qui ronge le Congo. Vous connaissez, il y a de vrais problèmes qui rongent le Congo, comme un problème climatique. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est parmi de poumons pour que nous puissions résorber la question du réchauffement climatique. Quelle est notre proposition quant à ça? Quelle est l'attitude que le président de la République à venir après le 20 aura pour que nous puissions être parmi les pays solutions et pour que nous puissions vivre avec notre fonds souverain? C'est une thématique que j'aimerais bien développer un autre jour si vous m'appelez ici. Voilà, en conclusion, je dis ceci. Peuple congolais, l'heure est venue pour que nous puissions être le décideur. Nous avons été dans la logique de suivre les leaders politiques parce qu'ils avaient des appétits gloutons de demander X, ces cartes à la présidence, ces cartes à la primature, au ministère, à la députation nationale, provinciale et des entreprises publiques, mais sans pourtant que nous puissions être à mesure de connaître le contenu, bien le fond de réforme, ou du diagnostic d'abord, de réforme et du coût de la réforme pour que nous puissions vivre l'épanouissement ou le développement dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons cette opportunité d'avoir des acteurs politiques qui éveillent votre conscience pour vous dire qu'on ne doit pas suivre 100 francs, le polo, le casquette. Nous devons plutôt suivre ceux qui seront à mesure de pouvoir présenter des alternatives pour que nous puissions vivre bien évidemment comme d'autres États. Pour que le Congolais se sente fier de dire qu'il est Congolais partout où il sera. Pour que le Congolais se respecte. Pour que le Congolais ne meure pas de faim. Ne vive pas avec moins $1 le jour. Alors, le temps est venu. Le 20 décembre, nous devons nous choisir le candidat de notre choix. Loin de moi l'idée de pouvoir influencer le choix de qui que ce soit. Mais je vous conseille de choisir M. Adolphe Muzito. Mais au-delà de ça, il est important de dire que nous devons faire de notre mieux pour que nous puissions être le jour des élections pour protéger notre résultat. Ça peut être monsieur Denis Sessanga qui gagne les élections. Ça peut être monsieur Félix Tshisekedi Tshilombo, par hypothèse impossible, qui gagne les élections. Monsieur Ngalassi, qui gagne des élections. Mais ce dernier, il doit être proclamé. Mais ça ne doit pas être celui qui n'a pas gagné des élections soit proclamé. Alors, moi je dis, nous devons être le jour-là pour contrôler les différentes voix qui sortiront des urnes parce que notre avenir en dépend. Pensons aux 5 ans vécus dans la misère, vécus sans courant, sans l'eau potable. Les 5 ans que nous avons vu l'éducation nationale perdre sa faveur, sa sévère. Les 5 ans que nous avons vu M. Félix Tshisekedi Tshilombo sillonner le monde entier pour ne serait-ce que ne pas apporter un investisseur. Les 5 ans que nous avons vu
les différents collaborateurs de M. Félix Tshisekedi Tshilombo qui se sont enrichis au détriment de nous, petits peuples. Nous devons penser de ça le jour où nous serons devant les urnes pour que nous puissions faire triompher la voix de la raison. C'est le petit mot que j'avais réservé à dire aux Congolais, aux citoyens lambda que nous sommes, aux petits peuples que nous sommes, que notre avenir dépend de ce 20 décembre. Très bien. Merci beaucoup, Maître Tony, d'avoir répondu à nos différentes questions ainsi que d'avoir eu aussi de votre présence sur ces plateaux de SEMEL chez vous. C'est moi qui vous remercie. Merci également à Daniel Bolondaï pour la co-présentation de cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis. Je rappelle que c'est avec Maître Tony Kelende que nous avons échangé aujourd'hui. Il est cadre au sein du parti politique Nouvel Élan de l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito. Alors, merci également à l'équipe technique Issa Kaz à la régie. Merci à Rajabou Pro. Merci également à James Mouka pour le travail abattu. On se retrouve lundi pour le nouveau numéro de votre magazine avec un nouvel invité. D'ici là, bon début du week-end chez vous. Merci.